Et nous prolongeons notre réflexion sur ce plateau avec vous, Luis Colasante. Je vous remercie beaucoup d'avoir Bonsoir. répondu à notre invitation. Vous êtes spécialisé marché d'énergie, pétrole, gaz, électricité. Vous écrivez régulièrement dans la presse internationale. Alors, comment expliquer que ce pays si riche en hydrocarbures soit dans une telle situation économique? C'est vrai que depuis un mois, les situations se sont compliquées, surtout au moment que la Cour suprême a décidé de prendre la main sur l'Assemblée nationale. Ça a été vu comme vraiment comme le gouvernement commençait à s'enlever son masque de dictateur. Et à ce moment-là, les manifestations commençaient à s'amplifier dans les rues du Venezuela. Mais c'est vrai que c'est un pays qui actuellement souffre une crise politique, économique, humanitaire. Parce qu'elle n'a pas un mois seulement, cette crise économique. Elle Non, s'est non, installée depuis des années, enfin depuis plusieurs mois en tous les cas. tout à fait. Vraiment, au moment que Maduro a pris le pouvoir en 2013, en mars 2013, le pays a commencé à suivre cette politique. Maduro n'avait pas le même charisme que Chavez à l'époque, et le peuple l'a pas accueilli à bras ouverts comme a fait avec Chavez. Et le deuxième point, le Venezuela a commencé à suivre une crise économique, pas seulement à travers la baisse du pétrole. Il faut savoir que le pays a un budget à 75% qui vient du secteur pétrolier, mais ce n'est pas à cause des prix du pétrole qui ont commencé à baisser fin 2014, sinon c'est vraiment une mauvaise gestion des ressources naturelles, surtout du pétrole, qui ont fait que le pays soit actuellement dans une crise, avec une hyperinflation que le Fonds monétaire international a dans son rapport il y a une semaine et demie exactement, en disant qu'il y a trois chiffres, soit 720% d'inflation. Et il projette pour 2018 2000% et 2019 3000%. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, on a une population qui manque de tout. Il y a des pénuries très importantes. Tout à fait. C'est vrai que le pays, c'est un pays monoproducteur. Il était basé sur la production du pétrole. Le Venezuela n'était pas vraiment le pays qui produisait des biens, les biens communs. Et à ce moment-là, quand la monnaie s'est commencé à dévaluer, l'hyperinflation est venue, un taux d'échange, parce qu'il n'est pas que seulement un taux d'échange officiel, sinon il y a en total 4 types d'échanges, plus un taux d'échange sur le marché noir, qui amplifiait cette manque. C'est-à-dire actuellement, il y a une pénurie alimentaire, médicale, mais aussi d'essence, carburant. Comme un pays qui a les deuxièmes réserves les plus grandes au monde, peut avoir une pénurie de cette amplitude-là. Oui, c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre, en tous les cas, vu de France, hein, vu d'Europe. Nicolas Maduro, lui, accuse l'opposition d'être instrumentalisée par les États-Unis qui voudraient mettre la main sur ce pétrole. Je ne pense pas que ce soit le but. Je pense plutôt, depuis l'époque de Chavez, son premier allié en termes de marché qui achetait le pétrole vénézuélien, c'était les États-Unis. Le Venezuela avait besoin des États-Unis comme, comme un client potentiel et a toujours maintenu une relation ambiguë en disant sur la télé à l'époque que même de Bush est le diable, mais et en même temps, Chavez faisait des négociations pour continuer à vendre son crude, son pétrole aux États-Unis. En principe, Maduro est au pouvoir jusqu'en 2019. Qui le soutient aujourd'hui? Comment peut-il se maintenir au pouvoir? La population est vraiment, comme vous avez dit, il y a 7 sur 8 Vénézuéliens qui n'ont plus envie qu'il soit à la commande du Venezuela. Il est vrai qu'il a un petit cercle de militaires qui sont avec lui. Alors, moi, pour ma part, mon point de vue, c'est vraiment un coup d'État fait par les militaires, il est écarté. Alors, vraiment, il a assez de soutien militaire qui est là, plus une base populaire qui peuvent quand même être avec lui, mais surtout des groupes qu'on appelle des colectivos, des groupes civils fortement armés qui sont à la protection de cette révolution, entre guillemets, bolivarienne. Donc aujourd'hui, vous pensez que les Vénézuéliens n'ont pas la capacité de renverser leur président? Non, la seule manière de le renverser, c'est vraiment aller dans les urnes et par votation. Aujourd'hui, d'ailleurs, il appelle éventuellement à la mise en place d'une nouvelle assemblée constituante, hein. Est-ce que ça, ce ne sont que des jeux qui pourraient de manipulation, qui pourraient convaincre les électeurs ou pas, les Tout à Vénézuéliens fait, ou pas? c'est un bon point que vous évoquez, car chaque fois que le gouvernement avait besoin d'oxygène, il a appelé, entre guillemets, le dialogue. Essayer d'avoir un dialogue, c'est seulement un moyen de gagner du temps, d'avoir de l'oxygène et continuer cette machine qu'elle essaye de fatiguer l'opposition,
de se dire, bon, l'opposition à un moment va fatiguer, va aller plus dans les rues, mais c'est ce qui est en train de se passer, c'est que les gens ont plus de courage que jamais et l'opposition est plus unie que jamais également. Peut-être aussi parce qu'il n'y a plus rien dans les magasins et que de toute façon, il n'y a pas d'autre choix que de manifester. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Luis Cosalante, Merci. d'être venu sur ce plateau pour nous livrer ces éléments.